Vous écoutez On lit pour vous. La fracture verte. Un dossier d'Antoine Paquette paru le 7 juillet 2026 dans la presse. D'un côté du boulevard de l'Acadie, le bitume brûle. De l'autre, la forêt urbaine s'épanouit. Lorsque Montréal suffoque, traverser cette artère revient à changer de climat. Alors que les résidents de Mont-Royal trouvent l'ombre sous des arbres centenaires, ceux de Parc Extension, le quartier voisin, étouffent en raison d'une mince canopée. En pleine température suffocante, la presse est allée constater à quel point il est difficile de vivre dans un îlot de chaleur. Premier texte. En quête de fraîcheur dans un îlot de chaleur. Daniela réconforte son poupon de 4 mois, tout juste réveillé de sa sieste dans une chambre où on ne retrouve ni ventilateur ni climatiseur. Le thermomètre posé sur la table de la cuisine explique les pleurs du bébé. Il fait 30 degrés Celsius. C'est traumatisant, souffle la maman, désemparée. Arrivée d'Afrique récemment, Daniela et son bébé vivent avec 2 colocataires dans un immeuble situé au cœur d'un îlot de chaleur. Leur appartement de 2 chambres à coucher est situé dans le quartier Villeray, à quelques kilomètres à peine du boulevard de l'Acadie. La presse a rencontré Daniela alors que la température ressentie à l'extérieur atteignait les 45. Avec la chaleur, c'est vraiment plus compliqué. Son sommeil est mauvais. Souvent, je me réveille pendant la nuit pour lui donner un bain froid, raconte la mère chef de famille monoparentale, qui nous a demandé de modifier son nom, car elle craint d'éventuelles représailles de la part de membres de sa famille restés au pays. Des bains froids, Daniela en donne au poupon jusqu'à 5 par jour. Ça l'aide à se refroidir, mais surtout à arrêter de pleurer lorsqu'il fait chaud, dit-elle, le pommeau de douche à la main pour une nouvelle séance de rafraîchissement du bébé. Dans la cuisine, l'air est lourd. La porte du balcon est entr'ouverte et les rideaux oscillent à peine avec la faible brise. « Il n'est pas habitué à cette chaleur, » dit Daniela. « C'est pire qu'en Afrique. Ici, la chaleur est beaucoup plus intense. » Pas étonnant qu'elle remarque l'inconfort de son enfant. Les nourrissons sont spécialement sensibles à la chaleur. Chez l'adulte, la transpiration est le mécanisme de perte de chaleur principal. Chez les bébés, surtout à 4 mois, leur capacité à transpirer n'est pas complètement développée. Souvent, elle ne se développe qu'à partir de l'âge de 2 ans, explique Daniel Gagnon, chercheur sur l'impact de la chaleur sur la santé cardiovasculaire à l'Institut de cardiologie de Montréal. Le corps humain doit traverser beaucoup d'inconfort avant d'en arriver à un coup de chaleur, une perte de conscience ou même un arrêt cardiaque. Les cas graves ne sont que la pointe de l'iceberg, selon M. Gagnon. Avant de se rendre là, il y a eu beaucoup d'inconforts qui sont à la limite de la souffrance. Le premier véritable signal d'alarme survient lorsqu'on franchit le seuil des 39 degrés Celsius, où apparaissent les nausées et les étourdissements. Le véritable danger se situe au-delà de 40,5 degrés Celsius. À ce stade-là, il s'agit d'un coup de chaleur qui peut s'avérer mortel s'il n'est pas traité d'urgence, souligne le docteur Gagnon. Les gens, poursuit-il, peuvent être affectés au quotidien. Ils dorment mal, ils vont peut-être travailler en pleine chaleur et ça affecte leur performance. Puis, au fil des jours, ça finit par affecter leur santé mentale. Inégaux face au changement climatique. En période de canicule, l'indice de température est particulièrement élevé dans les quartiers Parc Extension, Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Saint-Michel et Villeray. Comme dans la plupart des villes, c'est dans ces secteurs densément peuplés, où on trouve peu de verdure et beaucoup de bitume, que la chaleur est plus difficile à supporter, et ce sont aussi des quartiers défavorisés. Les changements climatiques sont vraiment des accélérateurs et des amplificateurs des inégalités sociales, souligne Alexia Houle, membre de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé, RIS,
qui fait un doctorat en psychologie communautaire à l'UQAM. Le dôme de chaleur historique qui a fait 619 morts en Colombie-Britannique à l'été 2021 est un exemple de ces inégalités sociales. Les rapports du coroner notent un lien direct avec le nombre de décès dans les secteurs plus minéralisés qui se transformaient en bouilloires urbaines. Les gens sont presque 3 fois plus à risque de décéder à cause de la chaleur dans les quartiers beaucoup plus denses, moins verts, plus proches des grandes routes et plus loin des cours d'eau, estime Alexia Hull. L'ajout de 5 % de couverture arborée réduit de 10 % le risque de mortalité dans un rayon de 100 mètres en période de canicule, indique Mme Hull. Alexia Hull indique que 3 facteurs sont à prendre en considération pour mesurer ces inégalités lorsqu'on traverse une vague de chaleur. La sensibilité face aux maladies chroniques et à la santé mentale, l'exposition à la chaleur dans les quartiers défavorisés et la capacité d'adaptation du corps. De son côté, Daniela espère que la chaleur passe rapidement. Après la douche froide, son poupon de 4 mois a cessé de pleurer. Lorsque la température aura baissé, Daniela espère retrouver l'énergie pour se rendre à la bibliothèque de son quartier, qui a le grand avantage d'être climatisée. Vous écoutez La fracture verte, un dossier d'Antoine Paquette paru le 7 juillet 2026 dans la presse. Deuxième texte. Les quartiers défavorisés victimes de racisme botanique. Un thermomètre, 2 quartiers. À l'occasion de la première vague de chaleur de la saison estivale, la presse a fait l'exercice, sans prétention scientifique, de mesurer la température ambiante d'un côté et de l'autre du boulevard de l'Acadie. Le contraste frappe. 3 degrés de différence sont suffisants pour ressentir l'effet suffocant de Parc Extension, véritable bouilloire de bitume. Alain Paquette n'est pas surpris de ces mesures. Le chercheur en forêt urbaine arpente régulièrement la métropole à l'aide d'un vélo muni de capteurs pour documenter l'évolution de ces îlots de chaleur. « C'est mon vélo high-tech », lance M. Paquette, professeur de biologie à l'UQAM. Sous la mince canopée du parc de l'Estre, dans Parc Extension, il explique pourquoi il recueille ces données thermiques. Cela permet de déterminer si un îlot de chaleur se résorbe ou s'il s'accentue au fil du temps. Son bolide tout-terrain est doté de 3 capteurs. Un laser mesure la température au sol, le deuxième calcule l'incidence de l'énergie qui vient du ciel et le dernier capte la température de l'air. C'est le capteur le plus important, celui qui mesure la température de l'air. Il mesure notre ressenti, ce qu'on vit maintenant et ce qui affecte notre santé, dit Alain Paquette. Un îlot de chaleur, dont Parc Extension est l'exemple le plus suffocant à Montréal, est un milieu minéralisé avec beaucoup de surfaces asphaltées. Ces surfaces accumulent l'énergie solaire durant la journée pour la rejeter sous forme de chaleur durant la nuit. En plus d'être entassés sur un territoire près de 5 fois plus petit que celui de Mont-Royal, les résidents de Parc Extension, pourtant plus nombreux de 8 000 habitants, subissent un déficit vert. Leur indice de canopée plafonne à 11,8 % comparativement à 31,7 % pour leurs voisins. Les plus récentes cartes officielles des îlots de chaleur à Montréal datent de 2019. Pour Alain Paquette, il est crucial d'actualiser ces données afin de comprendre comment le déficit de canopée, dans des secteurs déjà vulnérables, contribue à amplifier les inégalités sociales. On ne mesure pas l'efficacité des efforts qui sont faits sur les personnes qui sont les plus susceptibles de développer des maladies liées aux températures élevées, dit Alain Paquette. Racisme botanique. Des facteurs historiques expliquent pourquoi certains quartiers ont été si bien pourvus en arbres au détriment d'autres secteurs, explique M. Paquette. Il y a des raisons qui sont propres au bâti, à l'architecture et à la façon dont les quartiers sont conçus. Et il faut qu'on commence à revoir ça.
Il y a aussi de la discrimination qui date d'époques antérieures, mais qui existe encore aujourd'hui, estime le professeur. Alain Paquette juge que ce racisme botanique est un problème de distribution des ressources vertes. C'est plus facile pour des populations mieux nanties qui ont un plus grand accès aux politiques de demander des arbres et de les recevoir, explique le professeur, qui est aussi chercheur au Centre d'études de la forêt, CEF. Les gens qui en ont le plus besoin, parfois, sont les personnes qui n'ont pas de voix ou qui ne savent pas qu'ils ont une voix et qui ne demandent pas d'arbres, dit-il. Or, les arbres sont essentiels pour tempérer un quartier. Le rafraîchissement dû aux arbres, c'est un service écosystémique qui est rendu par des infrastructures vertes naturelles. Une bonne façon de réduire la chaleur, c'est en végétalisant, en déminéralisant le sol, soutient l'expert en forêt urbaine. On peut, par exemple, déminéraliser une cour de récréation scolaire en retirant l'asphalte et verdir en plantant quelques arbres. L'effort de canopée est évidemment important, mais ce ne sont pas juste les arbres. Même une pelouse, c'est déjà beaucoup mieux que l'asphalte ou le béton, affirme Alain Paquette. Le gouvernement ne reconnaît pas le fardeau de la chaleur, notamment chez les personnes vulnérables, selon Cyril Frazao, directeur santé et climat à l'Association pour la santé publique du Québec. Les populations les plus à risque et les familles démunies vivent trop souvent dans des quartiers où les logements sont inadéquats et privés de climatisation, déplore Cyril Frazao. Le code du bâtiment actuel est déficient. Il n'impose aucune norme pour envisager un refroidissement responsable. M. Frazao est membre de la Coalition québécoise pour un droit à la fraîcheur, une initiative visant à mieux protéger et prévenir la population face aux risques croissants liés à la chaleur. La Coalition exhorte Québec à se doter d'une stratégie nationale de refroidissement pour mettre fin à la maladaptation des milieux de vie. Vers l'atteinte de son objectif de plantation. Selon le plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal, verdir est une priorité. Et la Ville avance bien vers son objectif. En 2024, elle a planté 238 061 arbres sur son objectif d'1 demi-million d'ici 2030. Cette progression réjouit l'administration d'Ensemble Montréal. On avance très bien. On travaille avec des partenaires comme la Sauverdi pour cibler à la fois les terrains institutionnels, privés et publics, explique Gabriel Rousseau-Bélanger, responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces efforts ne sont toutefois pas suffisants, selon Alain Paquette. On dit qu'on veut augmenter la canopée d'un certain pourcentage, mais les motivations réelles, c'est diminuer l'incidence de maladies cardiovasculaires, augmenter le bien-être et réduire l'incidence d'autres maladies. En effet, même si la canopée totale de certains secteurs très touchés s'est améliorée, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, elle est passée de 12 % à 17 %, la superficie totale des îlots de chaleur diminue peu. Elle n'a régressé que de 0,4 % depuis 2020, selon le plan climat de la Ville. Avec la multiplication des canicules, Alain Paquette plaide pour repenser la ville et les mesures de verdissement. Après la vague de chaleur qui a déferlé sur Montréal au cours des derniers jours, on n'a plus le droit de dire que la chaleur intense est une exception, tranche le professeur. Ça va devenir la norme. C'était La fracture verte, un dossier d'Antoine Paquette paru le 7 juillet 2026 dans La Presse. Film L'Odyssée, une très bonne publicité pour l'île d'Ulysse. Un texte de l'Agence France-Presse paru le 10 août 2026 dans Le Journal de Montréal.
Sur le traversier qui s'apprête à accoster sur l'île grecque d'Ithaque, Georgia Ongarato affiche sa passion pour le héros antique Ulysse sur son T-shirt frappé du mot « Odyssée » et d'un vers en grec ancien de ce poème épique. Pour cette Italienne de 50 ans, venue de Bolzano, poser pour la première fois le pied sur cette île de la mer Ionienne relève du rêve. Citation « J'ai étudié le grec ancien quand j'étais enfant. Ellipse. J'aime Ulysse et j'ai vu récemment l'Odyssée. » Fin de citation, confie-t-elle à l'AFP. Citation « J'ai trouvé, le film de Christophe Nolan, formidable. » Fin de citation, ajoute-t-elle. Comme elle, de nombreux admirateurs du héros de la guerre de Troie associent spontanément Ithaque à son roi légendaire, revenu chez lui après 10 années d'errance. Pourtant, loin des bondés Mykonos ou Santorin, Ithaque est resté à l'écart des grands circuits touristiques grecs. Cette île escarpée, tapissée d'oliviers et de cyprès et cernée d'eau turquoise, affiche d'ailleurs un calme surprenant en ce mois d'août, sommet de la saison touristique en Grèce. Le film L'Odyssée a soudainement replacé Ithaque sous les projecteurs alors que pas la moindre scène n'y a été tournée. Le réalisateur a préféré, point de suspension, une île italienne au large de la Sicile, Favignana, pour planter le décor de la terre natale d'Ulysse. Bonne publicité. Une décision qui ne semble guère froisser les quelques 3000 habitants d'Ithaque qui ont pu déjà assister à 2 projections en plein air après la sortie mondiale de l'œuvre cinématographique le 16 juillet. Le film est une très bonne publicité pour l'île, se félicite Ximi Xoksa, qui tient une taverne à Vati, capitale, entre guillemets, de l'île. Citation « Petit à petit, le film va être vu dans le monde entier. » Fin de citation, et susciter la curiosité des touristes grecs et surtout étrangers, prédit-il. Le maire d'Ithaque, Dionysis Stanitsas, ne cache pas une légère déception. Il avait tenté de convaincre la production de tourner au moins une partie du film sur l'île. Citation « Nous avions contacté l'équipe de production pour demander que certaines scènes soient tournées ici. » Fin de citation, explique-t-il. Citation « Malheureusement, cela n'a pas été possible. » Fin de citation. L'édile table toutefois sur une augmentation du nombre de visiteurs l'an prochain. Pour cette année, les réservations étaient déjà bouclées avant la sortie de l'Odyssée, selon lui. Citation « Le film va progressivement être diffusé dans le monde entier et les gens vont commencer à planifier des voyages à Ithaque. » Fin de citation, prédit-il. Plusieurs statues d'Ulysse ou d'Homère ornent toutefois les places des villages, dont l'une devant la mairie. Caïques Télémaque. Sur le petit port écrasé de soleil paraissent voiliers et caïques, petites barques de pêcheurs, colorées dont certains portent le nom de Télémaque, le fils d'Ulysse, ou Calypso. Quelques boutiques déclinent, mais avec modération, des souvenirs inspirés du chef-d'œuvre épique, bustes d'Homère, t-shirt Pénélope ou du cyclope Polyphème, assiette murale décorée d'un cheval de Troie. À quelques kilomètres de là, au son des grillons, des vacanciers profitent des chaises longues et parasols pour parfaire leur bronzage. C'est sur cette plage de Dexia, bordée d'une oliveraie, que selon la mythologie, les Phaéciens déposèrent Ulysse endormi pour son retour à Ithaque. Quand ils viennent à Ithaque, citation, « Tous les gens me disent « Nous voulons des vacances, nous voulons un bel endroit, mais nous voulons aussi l'histoire. » Fin de citation, souligne l'archéologue et philologue Spiros Kouvaras au musée du village de Stavros qui présente les découvertes archéologiques sur l'île. Sur place, le visiteur ne découvre ni palais d'Ulysse ni site archéologique spectaculaire susceptible de confirmer l'existence du héros homérique. Et pour Tegan Messing, touriste américaine de 22 ans, diplômée en anthropologie de l'Université du Michigan, le film est, citation, « un bon moyen d'inciter davantage de personnes à s'intéresser à Homère et à la mythologie. » Fin de citation. Citation, « Mais ce n'est clairement pas une adaptation fidèle du texte original. » Fin de citation, insiste la jeune femme qui a tatoué sur son bras gauche une cariatide,
une statue de femme utilisée comme colonne dans l'architecture antique grecque. L'œuvre de Christopher Nolan a d'ailleurs soulevé quelques controverses en Grèce, notamment sur le fait qu'il a été tourné en grande partie en dehors du pays. Parmi les lieux de tournage en Grèce, dans la péninsule du Péloponnèse, figure notamment la grotte de Nestor pour les scènes avec le Cyclope. L'archéologue Spyros Kouvaras modère quelque peu l'impact du film. Citation « Derrière le film de Nolan, il y a Homère ». Fin de citation, rappelle cet érudit. C'était, film L'Odyssée, une très bonne publicité pour l'île d'Ulysse. Un texte de l'agence France-Presse paru le lundi 10 août 2026 dans le Journal de Montréal. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 26 août. En 1895, mise en service de la centrale hydroélectrique de Niagara Falls. La première grande centrale hydroélectrique moderne au monde est mise en service aux chutes du Niagara, exploitant la puissance de l'eau pour produire de l'électricité à grande échelle. L'énergie produite alimente d'abord des usines locales avant d'être acheminée vers la ville de Buffalo. Ce projet, associé à des ingénieurs comme Nikola Tesla, démontre la viabilité du courant alternatif à grande distance. Il ouvre la voie à l'électrification industrielle du 20e siècle. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 26 août. L'excès de confiance rend les Canadiens vulnérables à la fraude. Une chronique d'Alex Fontaine, publiée dans Le Devoir du 29 juillet 2026. En sous-titre, « S'ils pensent pouvoir reconnaître la fraude, ils n'adaptent pas leur comportement, selon l'enquête de la Banque TD. » La très grande majorité des Canadiens affirment pouvoir reconnaître une tentative de fraude, selon un sondage de la Banque TD dévoilé mardi. Qu'à cela ne tienne, en raison d'un excès de confiance, plus de la moitié d'entre eux adoptent tout de même des comportements à risque. Le sondage de la Banque torontoise révèle que 89% des Canadiens interrogés sont convaincus de pouvoir reconnaître une tentative de fraude. Tant mieux, puisque 46% des répondants soutiennent être l'objet de tentatives d'arnaque ou de fraude sur une base régulière, chaque semaine, chaque jour. Près du quart, 24%, a même déclaré que lui-même ou un membre de sa famille ont été victimes de fraude l'an dernier. La réalité est toutefois plus inquiétante qu'il n'y paraît. Même s'ils se disent aux aguets, plus de la moitié, soit 52% des sondés, reconnaissent avoir des comportements qui pourraient les rendre vulnérables à la fraude. On pense ici, entre autres, à l'utilisation d'un réseau Wi-Fi public pour se connecter à des comptes personnels ou financiers, à l'ouverture de pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus, ou encore au téléchargement d'applications à partir de sites web inconnus. Cette proportion est encore plus élevée chez les membres de la génération Z, de 14 à 29 ans, dont 65% admettent avoir des comportements à risque. Citation. Les jeunes Canadiens sont souvent perçus comme les experts en technologie, affirme dans un communiqué Tarundeep Dutt,
vice-président de la gestion des fraudes à la Banque TD. Mais la littératie numérique seule ne suffit pas. Pour se protéger, il faut rester vigilant, en parler et prendre le temps de s'arrêter pour faire des vérifications, même si le contenu semble familier. Fin de citation. Une arme à double tranchant. Citation. Lorsqu'il est question de prévention de la fraude, la confiance peut être une arme à double tranchant, note M. Dott. Le fait que les Canadiens se sentent conscientisés est encourageant, mais un excès de confiance peut les amener à prendre des décisions hâtives ou à négliger des signes qui trahissent les arnaqueurs. Fin de citation. Les fraudeurs sont bien conscients des possibilités que leur offre cet excès de confiance. Citation. Les acteurs malveillants comptent justement sur le fait que les gens agissent vite et supposent qu'il n'y a pas de risque. Fin de citation. En date du 30 juin, le Centre antifraude du Canada a dénombré 9 935 victimes de fraude au pays depuis le début de l'année. Les pertes financières liées à ces fraudes sont estimées à 351 millions de dollars. Même son de cloche du côté des entreprises. La Banque TD indique qu'il existe, citation, un écart semblable entre la confiance et la vulnérabilité du côté des entrepreneurs canadiens. Fin de citation. Une forte proportion, 88% des entrepreneurs, dit faire confiance à ses capacités pour reconnaître les tentatives de fraude qui visent leur entreprise. Environ la moitié, soit 46% des entrepreneurs, affirment que leur entreprise a été victime d'une tentative de fraude ou d'arnaque financière l'an dernier. La plupart d'entre eux soutiennent avoir des mesures de protection en place, 76%, et assurent que leurs employés savent repérer et signaler les arnaques, 75%. Le sondage a été mené par Léger pour le compte de la Banque TD auprès d'un échantillon représentatif de 1517 Canadiens et de 262 propriétaires d'entreprises du 18 décembre 2025 au 5 janvier 2026. Fin de cette chronique d'Alex Fontaine titrée « L'excès de confiance rend les Canadiens vulnérables à la fraude », texte publié dans Le Devoir du 29 juillet 2026.